je vous invite à prendre un petit engagement envers vous-même et ce voyage. Restez concentré et présent tout au long de notre exploration. Rappelez-vous que vous n'êtes pas juste un autre spectateur. Vous apportez quelque chose d'unique à cette expérience. Maintenant, tirons le meilleur parti de notre temps ensemble, en restant attentifs et ouverts à ce qui se déroule. Cultivez la conscience de soi. Avez-vous déjà pris le temps d'écouter vos propres pensées? Je veux dire, vraiment écouter. Il est fascinant de réaliser qu'une conversation constante se déroule dans votre tête. Parfois, ce dialogue interne est calme, et d'autres fois, c'est comme un tourbillon. Ce dialogue intérieur, de manière importante, façonne vos émotions, vos décisions et, en fin de compte, votre vie. La conscience de soi consiste à s'accorder à cette conversation, à comprendre pourquoi vous ressentez ce que vous ressentez et pensez ce que vous pensez. Cette compréhension est sans aucun doute un changement de jeu. Imaginez-vous maintenant scindé en deux personnes. L'une est le penseur, qui se met en colère, est contrarié ou excité. L'autre, plus intrigante, est l'observateur, celle qui observe tout sans jugement. Cet observateur est votre stoïcien intérieur. Dans une situation difficile, adoptez le rôle de l'observateur. Regardez vos réactions sans vous laisser emporter par elles. Il est crucial de comprendre qu'il ne s'agit pas de supprimer vos émotions, mais de les comprendre sans en être contrôlé. Chaque fois que vous ressentez une émotion forte, prenez un moment, faites une pause et demandez-vous « Pourquoi je ressens cela ?» Aller à la racine du problème est essentiel. Cette réflexion vous aide à répondre, et non juste à réagir. Comme Marc Aurèle l'a sagement dit, vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela et vous trouverez la force. Cette philosophie ne consiste pas à ignorer vos émotions, mais à ne pas les laisser détourner votre paix. Commencez par les petits désagréments quotidiens, peut-être une connexion Internet lente ou une longue file d'attente au café. Observez votre irritation, comprenez-la, puis laissez-la partir. Progressivement, vous construirez la force d'appliquer cela à des défis plus importants. Souvenez-vous, la conscience de soi est comme un muscle. Plus vous l'utilisez, plus il devient fort. Et à mesure qu'il se renforce, votre capacité à rester calme et recueilli, quelles que soient les épreuves de la vie, s'accroît également. La vie, souvent imprévisible, peut être comparée à un jeu de balle, le prisonnier. Parfois vous attrapez la balle, d'autres fois elle vous frappe en plein visage. Imaginez par exemple renverser votre café du matin ou être trempé par une averse inattendue. Agaçant, n'est-ce pas? Mais que dire des grands revers de la vie? Perdre votre emploi, une rupture déchirante ou échouer à quelque chose pour lequel vous avez tout donné. Dans ces moments de choc, il est normal de se sentir abattu. Mais que se passerait-il si nous renversions la situation? Que se passerait-il si nous considérions ces défis non pas comme des plaisanteries cruelles du destin, mais comme des entraîneurs personnels coriaces pour notre force intérieure? La résilience ne réside pas dans l'évitement des épreuves de la vie, mais dans l'apprentissage de les supporter. Chaque obstacle franchi, chaque refus surmonté est semblable à un exercice en salle de sport, renforçant vos capacités de résilience. Ce n'est pas une question de faire le fort ou de négliger la souffrance, mais de faire face à vos combats en affirmant « Tu ne m'abattras pas ». Chaque défi, aussi pénible soit-il, apporte une leçon dissimulée. Vous n'avez pas obtenu ce poste. Peut-être cela représente-t-il une leçon en persévérance ou un signe vous orientant vers une voie plus en accord avec vos aspirations réelles, des soucis dans vos relations. Cela pourrait être un apprentissage en communication efficace ou en découverte de soi. Le secret est de transformer le « pourquoi cela m'arrive-t-il » en « que puis-je en tirer comme apprentissage ?» Cette manière de penser ne forge pas seulement la force intérieure, elle développe aussi la sagesse. Comme l'a énoncé le sage Sénèque, les difficultés fortifient l'esprit, à l'instar du travail qui fortifie le corps. Vos épreuves ne sont pas de simples obstacles, elles sont vos guides les plus sincères. Commencez par revisiter vos propres cicatrices de bataille. Réfléchissez à ces moments. Comment avez-vous survécu? Quelles forces intérieures avez-vous découvert? Armez-vous de ces enseignements pour le prochain round. Lorsque vous êtes confronté à un nouveau défi, revivez vos victoires. Ce n'est pas un simple discours de motivation, c'est un historique prouvé de votre résilience. Souvenez-vous, la résilience n'est pas un droit de naissance, mais une compétence forgée dans les feux de l'adversité. Chaque défi est une opportunité pour perfectionner cette compétence.
L'idée de se concentrer sur une seule chose à la fois, au cœur de la philosophie stoïcienne, peut transformer notre façon d'aborder le quotidien. Dans un monde qui célèbre le mythe du multitâche, il faut savoir s'arrêter et remettre en question cette approche. Quand on essaie de faire plusieurs choses en même temps, on disperse notre attention, ce qui peut mener à plus d'erreurs et à un travail de moindre qualité. Marc Aurèle, autre grand philosophe stoïcien, abondait dans ce sens. Il conseillait de se consacrer pleinement à ce qu'on a devant soi, avec sérieux et authenticité, en écartant toute distraction. Mais attention, cette concentration ne vise pas seulement à améliorer la productivité. Il s'agit de cultiver un état d'esprit qui valorise la profondeur plutôt que l'étendue. En se plongeant entièrement dans une tâche, qu'il s'agisse du boulot, d'un projet perso ou d'une conversation, on s'offre un plus grand sentiment d'accomplissement et de satisfaction. Platon dirait sûrement que cette concentration nous permet d'accéder à une forme supérieure de beauté et de vérité dans notre travail. En donnant le meilleur de nous-mêmes, on crée quelque chose qui résonne avec les idéaux du bien et de l'excellence. Et puis, il y a les bienfaits psychologiques de cette approche. En se focalisant sur une seule chose à la fois, on réduit la charge mentale, on minimise le stress et on améliore notre capacité à prendre des décisions. Aristote, qui valorisait le développement des vertus par l'habitude d'agir justement, y verrait probablement un moyen de cultiver la tempérance et la maîtrise de soi. En s'exerçant régulièrement à cette concentration, on renforce peu à peu notre capacité à nous contrôler et à agir de manière mesurée. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous ayez un gros dossier à boucler au boulot. Au lieu d'essayer de gérer en même temps vos mails, vos appels et vos réunions, mettez tout le reste de côté pendant quelques heures et consacrez-vous uniquement à ce dossier. Éteignez votre téléphone, fermez votre boîte mail, dites à vos collègues que vous n'êtes pas disponible. Puis plongez-vous à fond dans votre tâche, sans vous laisser distraire. Vous verrez, c'est magique. Non seulement vous abattrez ce dossier en un temps record, mais en plus, vous en retirerez une vraie satisfaction. Vous aurez l'impression d'avoir accompli quelque chose de concret, d'avoir exploité pleinement votre potentiel sur ce laps de temps. Et ça ne s'arrête pas au boulot. Appliquez ce principe à vos loisirs, à vos relations, à vos projets. Quand vous passez du temps avec vos proches, soyez vraiment avec eux, sans regard distrait vers votre téléphone. Quand vous vous lancez dans un nouveau défi, donnez-vous à fond, sans disperser votre énergie. En régulant notre désir de distraction et de gratification immédiate, nous ne suivons pas seulement les traces des philosophes stoïciens, mais nous nous alignons également sur les découvertes de la psychologie moderne. Cette dernière suggère en effet que notre cerveau n'est pas conçu pour gérer plusieurs tâches complexes simultanément. Lorsque nous accordons toute notre attention à une seule chose à la fois, la qualité de notre travail et de notre vie s'en trouve améliorée. Prenons l'exemple de Socrate et de sa méthode d'investigation approfondie. En se concentrant intensément sur un sujet unique, en dialoguant et en questionnant sans relâche, il parvenait à des réflexions d'une grande profondeur. Cette approche illustre parfaitement la puissance de la concentration sur une seule tâche. En rejetant le chaos du multitâche moderne, au profit d'un mode d'être plus délibéré et déterminé, nous devenons non seulement plus productifs, mais aussi plus réfléchis, plus paisibles. Et ça, Sénèque l'avait aussi bien compris. Les plus grands tourments sont le fruit d'un esprit indiscipliné. Nos impulsions incontrôlées peuvent être la source de profonds troubles émotionnels et de grandes souffrances. Le stoïcisme, en mettant l'accent sur la maîtrise de soi et la pensée rationnelle, nous offre un cadre pour relever ce défi. Il ne s'agit pas de supprimer nos émotions, ce qui serait malsain et impossible à maintenir, mais plutôt d'apprendre à les comprendre et à les gérer. Ce processus de gestion de nos impulsions commence par une profonde prise de conscience de soi. Comme le disait Épictète, aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. Cette déclaration souligne l'importance cruciale de la maîtrise de soi dans l'atteinte de la véritable liberté et du bonheur. En devenant plus conscients de nos impulsions et des déclencheurs qui les provoquent, nous sommes mieux armés pour y faire face de manière rationnelle. Il ne s'agit pas de nier nos sentiments, mais de les appréhender avec lucidité. Aristote, dans un autre registre philosophique, a également souligné l'importance de modérer nos impulsions par le développement des vertus. Pour lui, la vertu se trouve dans la recherche d'un équilibre entre l'excès et le manque, un concept connu sous le nom de juste milieu. Le courage, par exemple, serait le juste milieu entre la témérité et la lâcheté. En somme, les enseignements des stoïciens, en accord avec certaines découvertes de la psychologie moderne, nous invitent à cultiver la concentration, la maîtrise de soi et la modération.
En guise de conclusion, je voudrais partager avec vous une citation puissante de Sénèque qui, à mon sens, résume l'essence de sa philosophie. La vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Cette phrase simple mais profonde nous rappelle que la vie est pleine de défis et d'incertitudes. Il y aura toujours des moments difficiles, des orages qui viendront perturber notre tranquillité. Mais plutôt que de passer notre vie à attendre que les orages passent, Sénèque nous encourage à apprendre à danser sous la pluie, c'est-à-dire à trouver un moyen d'embrasser ces défis, d'y trouver un sens et même une certaine joie. Comment faire cela concrètement? Eh bien, cela demande de cultiver les qualités et les pratiques dont nous avons parlé tout au long de notre discussion. Il faut développer notre résilience intérieure pour pouvoir rester solide et centré, même dans les moments difficiles. Il faut pratiquer la gratitude et la pleine conscience pour apprécier les petites joies de la vie, même quand tout semble sombre. Il faut se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos pensées, nos actions, nos réactions, et lâcher prise sur ce que nous ne pouvons pas changer. Il faut cultiver des relations authentiques et bienveillantes pour avoir un soutien dans les moments difficiles. Et il faut garder un sens de la perspective, se rappeler que tout est éphémère et que même les pires orages finissent par passer. Mais surtout, danser sous la pluie, c'est un choix. C'est une décision consciente d'embrasser pleinement la vie, avec tous ses hauts et ses bas. C'est un engagement à être vrai avec soi-même